Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série HO. Le film d'aujourd'hui s'appelle Green Book. Il est réalisé par Peter Farrelly. Il est sorti... Oh, j'ai perdu la date. Zut, je vais essayer de la retrouver, vous inquiétez pas. Je l'ai vu en cinéma et en version originale. Il est sorti en 2018, mais je ne retrouve pas sa date de sortie. Zut. Bon, excusez-moi, pour une fois, vous allez lire la date de sortie dans la description. Je la mets à chaque fois, hein. Veuillez m'excuser. Donc voilà, Green Book, dont vous avez peut-être entendu parler, tout simplement, puisque ce film a gagné l'Oscar du meilleur film en 2019. Il a gagné plein d'autres prix. Il est donc réalisé d'après un livre du personnage de Tony Lip, Nick Vallelonga, qui est dans le film, j'en parlerai après, par Peter Farrelly. Alors Peter Farrelly, pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué d'en parler puisqu'il a surtout fait des films avec, si je ne dis pas de bêtises, alors je vais vérifier avant de dire n'importe quoi, avec son frère Bobby Farrelly. Les frères Farrelly sont surtout connus pour leur travail sur des grosses comédies qui ont eu énormément de succès. Alors, vous avez notamment Me, Myself and Irene, Food Irene en français avec Jim Carrey. Ils ont fait aussi There's Something About Mary, oh zut, Marie à tout prix. Non, c'est parce que je suis sur IMDb et du coup je retrouve les titres un peu comme ça. Là, ouais. Alors, il y avait un film qui s'appelait Shallow Hell qui avait été traduit en France par L'amour extra large. Je ne me souviens plus du nom de ce film. Le titre original c'est Stuck on You. C'est ce fameux film où Greg Kinnear et Matt Damon sont des frères qui sont collés à la hanche l'un à l'autre. Enfin voilà, un type d'humour qui jouait beaucoup sur souvent des extrêmes, des caricatures. Notamment dans le cas de Food Irene, c'était le cas d'un mec qui est schizophrène, si je dis pas de bêtises. Dans le cas de L'amour extra large, c'est l'histoire d'un mec qui est joué notamment par Jack Black et qui tombe amoureux d'une fille qui pèse genre 300 kilos, mais qu'il ne voit pas comme ça, je sais plus pourquoi, parce qu'il fait un vœu ou j'en sais rien, je sais plus quel effet magique, fait qu'il la voit sous les traits de Gwyneth Paltrow, donc une fille mince et ainsi de suite. Et tout le truc, c'est que lui la voit comme ça et tout le monde la voit telle qu'elle est vraiment, c'est-à-dire voilà, dans 300 kilos, donc on a plein d'effets soi-disant comiques, où genre elle saute dans une piscine, à ses yeux elle est toute maigre, mais comme elle fait évidemment 200 kilos, ben ça fait genre un raz-de-marée, enfin vous voyez le délire. Pareil dans, comment ça s'appelle, Stuck on You, ben, comme ces deux frères qui sont liés à la hanche, évidemment ils sont très très actifs, il y en a un qui veut faire du théâtre, donc quand il est sur une pièce de théâtre, il y a son frère qui est caché dans un costume vert pour pas qu'on le voie. Alors l'autre veut faire du baseball, donc ils sont obligés de le faire à deux. Enfin, vous voyez le truc, et au bout d'un moment, ça devient, ils se prennent la tête et ils veulent carrément faire une opération pour se séparer. Donc des films qui... Ils ont fait plein d'autres comédies depuis, hein. C'est des films assez anciens dont je parle là, parce que c'est ceux que je connais. J'ai toujours eu du mal, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec eux. Ils avaient fait aussi Dumb and Dumber, ils avaient aussi fait un autre film qui s'appelle Strike. Enfin, c'est des comédies comme ça, avec un humour assez cartoon, et qui prenaient souvent des personnages, on va dire, d'outsiders, d'handicapés, ou de gens qui ont des difficultés X ou Y, pour en rire, et en faire un message, si possible, positif, et ainsi de suite. Et j'ai toujours eu du mal à prendre leurs films au sérieux, ou autre chose qu'une caricature hollywoodienne de gens qui méritaient pas d'être caricaturés comme ça. Vous voyez, j'étais toujours mal à l'aise. Alors d'un côté, je suis d'accord, c'est mon côté un peu pédant. Je suis peut-être un peu trop en mode il faut les respecter ces gens-là, alors qu'en fait le parti pris des frères Farrelly est de dire c'est justement en riant avec eux de leurs conditions qu'on va les insérer le mieux, et c'est tout à fait entendable. C'est quelque chose c'est un point de vue que je trouve tout à fait respectable. Mais moi j'avais du mal, et c'est toujours une question de dosage au cinéma, vous savez. Donc par exemple moi, L'amour extra large, genre non. Le film il m'a gavé, mais pendant des années je l'ai critiqué sans le regarder, donc j'aurais mieux fait de fermer ma bouche. Mais malheureusement quand je l'ai vu, le film m'a énervé 10 fois plus, parce que le principe même que le personnage tombe amoureux d'elle sans la voir réellement, me semblait être une telle contradiction de sens, et le film va pas au bout de cette contradiction de sens. C'est-à-dire que, en fait, il est toujours aussi, entre guillemets, grossophobe qu'au début du film, à la fin. Enfin, si vous l'avez vu, vous allez peut-être me contredire, mais je trouvais vraiment qu'il y avait un problème là-dessus, et le film s'en dépatouillait pas. À la différence de Stuck on You, merde, mais je me reviens plus du tout du titre. Donc c'est le film où Greg Kinnear et Matt Damon sont liés l'un à l'autre à la hanche, là. Où justement, je trouvais que le film arrivait à un moment donné à aller jusqu'au bout de sa... C'est une comédie, hein, donc l'humour, on aime ou on n'aime pas.
Moi perso, c'est pas forcément des films qui me font vraiment rire, donc ça joue aussi. Ils ont un humour un peu potache comme ça ou dans lequel j'ai du mal. Mais en l'occurrence, dans celui-là, je trouvais qu'à la fin, c'était très beau parce qu'ils avaient comme ça ce rapport. Et je veux pas le spoiler, mais leur rapport évolue. Et il y a quelque chose comme ça que je trouvais finalement assez juste dans le regard qu'on pouvait avoir sur ces deux personnes dans la situation. Le film rendait par l'humour la difficulté de leur situation, puisqu'elle était finalement difficile. Et c'était plutôt beau. Et en plus, là c'est un petit peu l'élément en plus qui m'a amené à revoir mon jugement sur eux. Je me suis dit en fait je les connais pas assez et je ferais bien de faire très attention quand je parle d'eux. C'est que, si je dis pas de bêtises, c'est dans Stuck on You, dans le générique de fin. Alors je vous passe les détails, mais dans le film, les deux personnages bossent dans un fast-food. Et dans le fast-food, les différents employés ont des différents handicaps, si je dis pas de bêtises. Et notamment en cuisine, on a un gars qui est sérieusement handicapé. Et on comprend que c'est pas un effet spécial, c'est pas un acteur qui fait semblant d'avoir un handicap, c'est un vrai handicapé. Et il y en a plusieurs comme ça dans le film. Et dans le générique de fin, on voit ce fameux handicapé. Il y a, dans le film, à un moment donné, il y a une pièce de théâtre, lui aussi dedans, si je dis pas de bêtises. Et donc cet handicapé venir dire merci au frère Farrelly, dire voilà, je suis content de pouvoir montrer mon handicap au cinéma, ça me dérange pas du tout qu'on en rigole, au contraire. Enfin, c'est très beau. C'est un très beau passage, et ça m'a vraiment mis une claque, parce que je me suis dit, mais évidemment... pour qu'il joue avec de vrais handicapés à un moment donné, c'est qu'il les respecte à mort. Donc mon jugement était non seulement pédant, mais pas forcément assez modéré. J'avais tendance à mettre les frères Farrelly vraiment dans la famille de ces fameuses comédies lourdes américaines que je trouvais souvent irrespectueuses, racistes, ou alors handicapophobes, vous voyez, genre de choses qui vont mettre en avant toujours le corps magnifique, et puis pour s'en moquer, mais au final pour dire si c'est quand même mieux des comme ça, faut quand même pas déconner. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, le fameux film qui commence par qui se finit de manière hyper moche par t'es ronde mais t'es belle à l'intérieur, vous voyez, genre de saloperie qui assume pas du tout ni notre époque, ni nos clichés, ni la violence qu'on fait porter aux gens en général sur leur physique. Bref, donc j'avais vraiment du mal avec les frères Farrelly, et du coup j'ai snobé vraiment leur cinéma pendant longtemps. Bon, au-delà du fait que voilà, ça me faisait pas rire, hein, c'est aussi simple que ça. Ils avaient aussi fait le film où Drew Barrymore est avec Adam Sandler, si je dis pas de bêtises, et je crois qu'elle perd la mémoire tous les jours, et il doit les rappeler tous les jours qu'ils sont ensemble et tout. Enfin, c'est des idées de pitch souvent intéressantes, mais j'ai du mal avec leur humour, du coup bon, j'ai vu très peu de leurs films, mais j'ai toujours eu une mauvaise appréhension de leur travail, il faut être honnête. Et donc du coup j'ai entendu parler de Green Book, après clairement son Oscar, hein, que les choses soient claires. On me disait que c'était très bien, j'ai vu des gens sur ma page Facebook faire des critiques du film et dire que c'était très bon. Et donc quelle n'a pas été ma surprise de découvrir que c'était Peter Farrelly qui l'avait réalisé, donc Peter sans le frère Bobby. Et il se trouve que donc j'ai pu le voir au cinéma en version originale, comme je l'ai dit avant. Je vais vous faire un petit pitch rapide. Tony Lip, de son surnom, parce qu'il sait embrouiller les gens. Tony Lip est un videur de casino qui doit trouver un travail pendant 2 mois d'été car son casino ferme. Je ne sais plus pourquoi, il y a des soucis, je crois, d'argent. Et donc du coup il cherche du taf, et là on lui propose le travail d'être le chauffeur, mais on va dire aussi le boy d'un pianiste. Un pianiste surdoué, dont j'ai oublié le nom, qui est le docteur... oh zut, son nom de famille, le docteur Shirley, qui se trouve être un pianiste absolument virtuose et qui va faire un tour, puisque nous sommes dans les années 60, dans le sud profond des États-Unis pour faire des concerts, là où, à cette époque, la ségrégation raciale est encore extrêmement violente, et où voir un musicien noir était évidemment de l'ordre de la fantaisie. Tony, d'abord pas très motivé, propose une somme d'argent que le docteur Shirley refuse, et finalement, le docteur Shirley revient à l'attaque, et Tony accepte de partir avec lui sur la route. Alors qu'en fait, Tony, et c'est important, est relativement, voire très raciste, comme la plupart de sa famille, à l'exception faite de sa compagne. Il part donc en voyage avec le docteur Shirley, et très très vite le docteur Shirley se met en tête de lui apprendre les bonnes manières, de lui faire comprendre qu'il n'est mieux qu'il ne pensait être. Et bien sûr, vous vous en doutez, au fur et à mesure de leur voyage, un respect mutuel va commencer à se créer et les emmener d'aventure en aventure. Green Book, j'ai pas envie d'en parler trop longtemps ou de faire un trop long épisode, tout simplement parce que c'est un film, je trouve, à la réalisation tellement sobre qu'elle mérite vraiment beaucoup de respect. J'ai trouvé que c'était un film efficace,
j'ai pas eu l'impression de voir... J'adore le cinéma, donc si on me fait des figures de style du genre plan séquence, très long, mise en scène avec 60 personnes, j'adore, je suis fan, j'admire, je plane, je me dis c'est quand même extraordinaire. En même temps, je regarde le film, j'ai un plaisir intellectuel de me dire non, mon Dieu, comment il a réussi à faire ça. On n'est pas dans ce genre de film à Green Book. C'est un film de personnages, c'est un film de scénario, et c'est une excellente adaptation. Je ne connais pas je présume encore de choses. J'ai pas lu le livre, donc je sais pas si c'est une excellente adaptation. Mais j'ai trouvé le film excellent. J'ai trouvé le scénario excellent. J'ai trouvé que tout était d'une grande sensibilité. Tout était écrit avec de grande qualité, donc cet italo-américain, oui j'ai oublié de le dire, mais Tony Lip est d'origine italienne, et le porte très très fortement dans sa famille et tout ça, dans son travail aussi, il est proche de la mafia italienne, et donc face à ce noir américain assez étrange, puisqu'il est très très éduqué, et finalement très loin du stéréotype du noir de quartier, tel qu'on le découvre dans le film, petit à petit, il est très esselé d'une certaine manière. Mais vous allez le voir, je ne veux pas trop spoiler, c'est un film évidemment à voir, je le répéterai plusieurs fois durant cette petite critique. En l'occurrence, quand on a un scénario aussi bien écrit, il faut une mise en scène qui a on va dire, qui est assez humble pour s'effacer. Il faut avoir la capacité de se dire, tant pis, il n'y aura pas de grands effets, je vais juste faire en sorte que ce soit le bon plan au bon moment, et si c'est pas le cas, c'est pas grave, parce que le scénario va faire le taf. Et là, je dois tirer mon chapeau à Peter Farrelly, je trouve qu'il a fait un super taf, parce que c'est propre, c'est juste, on suit... Vous savez, ces bons vieux films, là, où on est dedans du début à la fin, et c'est pas non plus une révolution, ce film, dans son message, mais il le fait tellement bien que tous les moments émotionnels marchent, que tout ce qui doit faire mettre de la tension, de l'inquiétude fonctionne. Alors, je suis obligé de modérer ce que je dis là, parce que c'est quand même un film... Je me pose toujours des questions face à des films comme ça qui gagnent des Oscars, où le contexte historique est aussi fort. Je ne sais pas les films qui ont été en compétition avec Green Book en 2019, mais dans l'Amérique de Trump de 2019... où la ségrégation, non pas la ségrégation raciale, mais il y a une grande montée du racisme et de l'extrémisme aux États-Unis, avec ce fameux mur qui est supposé séparer les États-Unis du Mexique, hein, qui est encore en projet et qui reste pour beaucoup de gens de démocrates notamment, hein, puisque Trump est plutôt républicain, une grande blessure dans l'identité cosmopolite que les Américains revendiquent énormément, sachant qu'il y a une population mexicaine aux États-Unis qui est juste énorme, hein. Un chiffre que j'avais vu en 2005 ou 2006 disait que quasiment 4 Américains sur 10 étaient d'origine mexicaine, donc c'est quand même un truc de fou. Séparé comme ça de manière aussi violente avec ce genre d'acte, forcément ça remet de l'huile sur le feu dans la ségrégation raciale aux États-Unis. Et en l'occurrence, on est forcément juste quand on arrive avec un film comme Green Book à ce moment-là. Donc le film est aussi récompensé parce qu'il part d'un sujet d'actualité avec une grande sensibilité qui prend le point de vue d'un gars qui est raciste au début pour lui faire traverser une histoire et le faire quelque part changer. On s'en doute, hein, le film n'est pas surprenant à cet endroit-là. Mais en l'occurrence, je spoil rien, hein, c'est ça que je veux dire, mais en l'occurrence, il le fait tellement bien, et il est tellement d'actualité que forcément ça lui a donné un temps d'avance pour gagner l'Oscar. Mais ça veut dire qu'il faut connaître son contexte. Il faut savoir l'année où il est sorti, il faut être américain, je caricature, ou connaître très bien l'histoire des États-Unis, ou, qu'est-ce que je raconte, comme je vous la pète, non, pas connaître très bien l'histoire des États-Unis, mais connaître un peu l'histoire des États-Unis de manière très en surface. Même très en surface, on sait que la ségrégation raciale aux États-Unis, ça a été extrêmement violent. Il y a eu assez de films, assez de reportages, assez de faits divers encore ces 15 dernières années, et qu'est-ce que je raconte encore ces derniers mois, de noirs assassinés par la police, dans des bavures policières hallucinantes, pour qu'on se rende compte que cette histoire de racialité aux États-Unis, elle est extrêmement forte et encore extrêmement présente. Donc dès qu'on remonte dans les années 60 et que ça reste encore... d'une violence incroyable, bah forcément, ça met le film en tension parce qu'on le sait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas du tout anodin de choisir ce contexte, de le raconter, mais par défaut, je pense que si on ne connaît pas ce contexte, on peut quelque part rater une tension forte du film, et à juste titre, parce que tout simplement, on ne la connaît pas.
On le découvre au fur et à mesure du film, et je pense que le film emporte le bout, mais le fait de le savoir avant le film, et donc quand lui commence à dire « Je vais faire une tournée dans le sud et j'ai besoin d'un blanc pour me conduire », on sait tout de suite que wow, ça peut vite déraper. Il y a aussi toute une histoire de cinéma que je porte, que beaucoup de gens d'entre vous, j'imagine, portent. Vous connaissez Mississippi Burning, The Color Purple, et plein de films qui parlent super bien de la ségrégation des Noirs aux États-Unis. Donc vous savez à quel point ça dérape et que ça devient très très violent. Le Ku Klux Klan est quand même un truc très américain pour le coup. Donc vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, avoir conscience de cette histoire forcément rajoute un degré de tension à Green Book qui fait qu'il est plus appréciable que si on ignore ou qu'on a peu conscience de ça. Vous allez me dire que tout film est plus appréciable si on a conscience de son contexte historique. Et vous avez raison. Mais on ne peut pas connaître tous les contextes historiques, s'intéresser à tout. S'il se trouve que ce contexte historique-là, la ségrégation des Noirs aux États-Unis est extrêmement populaire, aussi en Europe, parce que Hollywood en a très bien parlé en long, large et en travers, et c'est très très bien. Et du coup, on aura tous une sorte de consensus global à trouver le film tendu et à mettre vraiment en place un suspense sur ce qui risque de se passer de grave pour eux durant cette tournée. Et c'est une vraie force du film, mais encore une fois, elle vient de son contexte plus que du film lui-même. Le film, c'est le mettre en scène, j'insiste, quand Tony d'abord ne veut pas le faire, on comprend que c'est parce que il y a aussi ça, c'est chaud. Il est prêt à le faire, il est sûr de lui et tout. Mais même lui, arrivé à certains points, il y a des États-Unis, il le dit lui-même, il a jamais bougé, je sais plus de quelle ville il parte, mais il a jamais bougé de sa ville, il découvre aussi des trucs, quoi. Plus d'une fois, il est surpris de la violence qu'on fait subir au docteur Shirley et aux Noirs dans les différents États. Je sais pas s'il traverse plusieurs États, je pense que oui, dans le sud profond américain. Donc voilà, je voulais pointer ça quand même parce que je trouve que ça peut enlever une certaine tension au début. Moi, dès le début, forcément, connaissant l'histoire, ma compagne aussi, et la plupart d'entre vous, on va être tendu. Mais il faut avoir conscience que c'est extra le film, c'est son contexte. Et c'est aussi une des forces qui fait que le film a tout simplement été très bien, et partait sur d'extrêmement bonnes bases. Mais j'insiste, le scénario est excellent. C'est un excellent scénario. Je ne sais pas si c'est une bonne adaptation du livre, mais c'est très très bien écrit. Et j'ai vraiment l'impression de voir un de ces vieux bons films tellement bien écrits que la réalisation doit juste se mettre au service du scénario et pas faire n'importe quoi. Et je trouve assez impressionnant le fait que Nick Vallelonga, donc c'est tiré d'une histoire vraie, puisque Nick Lip existe, et Dr. Shirley aussi, je crois qu'ils sont décidés ensemble en 2013, si je ne dis pas de bêtises, mais Nick Vallelonga avait participé à l'écriture, je ne sais plus si c'est son livre, je crois, et le scénario a été écrit par Peter Farrelly et par Brian Hayes Curry, et ils ont fait du super taf. C'est un des meilleurs scénars que j'ai vu de ces dernières années. J'ai trouvé que c'était bon, j'ai trouvé que c'était juste, j'ai trouvé que c'était touchant quand ça devait, j'ai trouvé que les personnages étaient développés parfaitement, il n'y a pas une aspérité, ça fait du bien. Vous savez, je critique souvent des films de super-héros et ainsi de suite, et je suis obligé d'être dur parce qu'il y a souvent des personnages qui passent à l'as, ça tombe à l'eau. Je vous ai sorti une critique sur Shazam dernièrement, je pointais le fait que c'était bien écrit, et ça fait plaisir parce qu'il n'y a pas ce genre de trou dans le scénario de Shazam, ou alors je les ai ratés, hein. Mais je pense pas. Les personnages sont tous développés de A à Z, chacun à leur niveau, primaire, secondaire, tertiaire, et ça fonctionne vraiment bien. Même les quaternaires, j'ai envie de dire, sont bien développés. Et donc on a là, je trouve, un archétype de beau travail, de scénario qui fait que le film ensuite a besoin de se poser dessus. Alors est-ce qu'une fois que le scénario est bon, c'est simple de faire le film? Non, pas du tout. Non, pas du tout, j'insiste. Il faut ensuite d'abord que ça tienne debout. Et pour que ça... Ah, excusez-moi, j'ai un peu trop approché le micro de moi, ça va peut-être un peu trop saturé, désolé. Veuillez m'excuser pour ça, je vais faire gaffe. Et donc, on a ensuite une importance qui est liée à... Si je dis que la mise en scène a été, entre guillemets, efficace, mais qu'elle sait se faire oublier, forcément, les acteurs doivent porter les choses un peu plus. Et là, l'expérience de Peter Farrelly, évidemment, sur toute sa filmographie, joue énormément. Et il a eu l'intelligence d'aller chercher d'excellents acteurs principaux. En l'occurrence, Viggo Mortensen, qu'on ne présente plus, hein, Viggo Mortensen, Aragorn, dans Le Seigneur des Anneaux. Il a fait tellement de films là, maintenant ça me revient plus. Pourtant, c'est un acteur que j'aime énormément. Il avait fait un film qui s'appelait The Two-Face of January, qui était très sympa, qui était pas forcément un grand film, mais qui était bien foutu, avec lui et Oscar Isaac, si je dis pas de bêtises. Faisait une sorte de plan de voyage avec sa femme, et c'était pas mal du tout. C'était pas un grand film, mais lui était très bien dedans. Il a tourné avec Cronenberg, moi je l'ai adoré dans History of Violence.
Il serait décidément temps que je fasse un après le film sur A History of Violence, qui est un film que j'aime énormément. Donc je trouve que c'était passionnant à analyser. Il a fait aussi Les Promesses de l'ombre avec David Cronenberg, où il joue ce russe là, qui est un effaceur entre guillemets pour la mafia russe. Génial. Enfin voilà, Viggo Mortensen, quoi. Vous connaissez certainement mieux que moi. Et en face de lui, on a l'excellent Mahershala Ali, connu notamment pour différents rôles dans un film, je crois dans un film qui s'appelait Moonlight, que je n'ai pas vu, mais où il avait déjà eu des prix d'interprétation, si je dis pas de bêtises. Un excellent rôle dans la série House of Cards, où il joue un homme de l'ombre, un lobbyiste pour des privés qui au départ avaient travaillé pour le personnage de Kevin Spacey dans House of Cards, et il est vachement bien, il est excellent. Dommage qu'il ne revienne pas dans la dernière saison, parce que ça aurait été vraiment classe. Il faudra que je fasse un jour une critique de House of Cards, hein, du gros ratage très complexe, enfin du ratage et en même temps très explicable par des questions de production et de faits divers autour de Kevin Spacey qui est en procès pour plusieurs agressions sexuelles. Donc ça a complètement rien à voir avec la production, c'est pas la production qui a fait le moindre problème. Et donc ils n'ont pas pu faire tourner Kevin Spacey la moindre séquence pour la dernière saison, et c'est assez passionnant puisque c'était lui le personnage principal des saisons précédentes. Je reviendrai là-dessus à l'occasion, c'est un cas d'école très intéressant, mais je suis en train d'écrire un avant le film sur un croisement entre House of Cards et une autre série. Vous verrez, et on parlera de tout ça à ce moment-là. Mahershala Ali, donc, qui avait un excellent rôle là-dedans, qui jouait le très très bon Cottonmouth dans la saison 1 de Luke Cage, où il était très très bien, même si son personnage était au final sous-exploité, je pense. Enfin bref, mec qui a fait ses preuves et qui est un sacré acteur, et qui donc joue ici le rôle du Dr Shirley, où il imprime tout. Une grande beauté dans la finesse et le raffinement, des vrais gestes d'un mec, on va dire, qui a été élevé dans la soie, entre guillemets, et qui rencontre un petit peu cet Italien bourru, mais en même temps tellement italien, et dans le bon sens du terme, et qui donc lui apprend un peu plus de spontanéité, à être un peu plus libre. Je veux vraiment pas spoiler le film, sachez simplement que leur couple dans le film est excellent, qu'ils sont tous les deux excellents de A à Z. On est vraiment devant le cas d'acteurs là, de Hollywood qui savent faire le taf. Quand ils débarquent sur un projet, ils savent jouer, les mecs. Un grand moment. Avec, je suis obligé de faire un petit peu des allers-retours. Mahershala Ali, donc c'est jouer du piano, qui avait déjà montré ses talents dans Luke Cage, en montrant qu'il savait déjà jouer du piano, puisque son personnage était au départ pianiste, Cottonmouth. Et là, du coup, il joue de nouveau un pianiste, et on y croit. À chaque fois qu'on le voit jouer lui, on y croit à mort. Et c'est aussi une très très grande qualité de son niveau d'interprétation. Et en face de ça, donc, on a Viggo Mortensen qui joue encore les acteurs transformistes, puisqu'il avait joué un russe complètement crédible dans Les Promesses de l'ombre, et là il joue un italien du cru, un vrai italien américain. Même ma compagne a trouvé que ça marchait plus ou moins, même si elle me disait que, puisque ma compagne est italienne, que c'était quand même l'italien de cinéma américain, et là je la suis complètement, et j'ai aussi trouvé, mais elle était bien dans le film, et je pense que du coup elle a aussi apprécié ça, et moi perso j'ai beaucoup apprécié, j'y croyais à chaque fois, je l'ai pris pour un italien quasiment de facto. J'ai pas vu Viggo Mortensen qui essayait de faire l'italien, et ça c'est fort, quoi. Faut réussir un truc comme ça, parce que c'est un mec qui a fait des personnages, on va dire, beaucoup plus nobles, comme ça, avec une grande intériorité, et là on en face à un mec qui parle beaucoup, qui est exubérant, et il est complètement crédible, Viggo Mortensen, dans ce rôle-là. J'aurais jamais pensé pour jouer un italien exubérant à Viggo Mortensen de prime abord, et il est excellent, juste excellent. Bref, ce couple-là porte le film, et comme le scénario est très bien écrit, les dialogues sont très bien mesurés, toutes les séquences entre eux fonctionnent à plein tube, les moments où ils sont en voiture ensemble et qui discutent, du côté un peu coincé du Dr Shirley ou du côté un peu bourrin de Tony Lip, ou les moments où le Dr Shirley, où Tony Lip essaye d'écrire des lettres à sa femme et que finalement le Dr Shirley lui fait un coup de main. Je vous spoile pas, vous verrez ce que ça donne. Aussi bien que tous les moments évidemment qui expriment clairement le thème du film, c'est-à-dire la ségrégation raciale, qui sont extrêmement violents. Le film étant très bien mesuré, c'est choquant, c'est fort, c'est triste aussi à la fois. De voir autant de violence, et évidemment au final c'est l'humain qui l'emporte. C'est juste un très beau film. Voilà. Je vais pas aller beaucoup plus loin, je pense pas qu'il faille parler beaucoup plus que ça de The Green Book. Je dis pas que c'est le film qui aurait dû gagner l'Oscar, mais je comprends dans son contexte qu'il a gagné l'Oscar, et je dois le dire, c'est un excellent film. Je vois pas comment on peut attaquer ce film, je vois pas les défauts de ce film, j'avoue que là mes limites. C'est très bien monté, c'est très bien écrit, c'est très bien joué, c'est très bien mis en scène.
Tout est excellent, la musique, c'est drôle par moments, c'est touchant, c'est émouvant. Là, j'utilise des termes, je suis très sérieux, je pense vraiment que c'est un film qu'on ne peut pas regarder en restant neutre. On va rire, on va être touché, c'est d'une efficacité chirurgicale. J'ai presque envie que Peter Farrelly continue de faire des films et qu'il laisse son frère de côté, parce que j'ai envie qu'il fasse d'autres films comme ça. Des films avec des messages aussi forts, avec des histoires aussi belles, parce qu'il sait le faire, il sait faire le taf. Et ça fait du bien de voir des films avec des histoires humaines aussi bien racontées, aussi fortes. Voilà, donc si vous aimez les films d'action et que votre kiff c'est plutôt Michael Bay, c'est clair, vous allez vous emmerder. Hein. Je préfère le dire tout de suite, je fais beaucoup de critiques de cinéma de genre, donc Green Book sort un petit peu de ça. Mais j'insiste, je caricature, si vous aimez les films d'action, il n'y a pas de problème, le film passera très très bien aussi, et vous serez touché aussi, j'en mets ma main au feu. Ne vous caricaturons pas, ne me caricaturons pas. Donc bref, je vais m'arrêter là. Je tenais simplement à dire, allez voir Green Book, c'est un très très beau film, il mérite largement toute la hype qu'il y a eu autour de lui. Et Viggo Mortensen et Marcella Ali sont dingues, et Peter Farrelly a fait un super taf de scénario et d'écriture. C'est un vraiment très beau film sur son message. Et dans l'Amérique de Trump, et face à une Europe, en France aussi, on a des relents d'extrémisme ségrégationniste. Ça fait du bien d'avoir des films comme ça qui parlent aussi bien de pourquoi c'est absurde et aussi pourquoi c'est un travail, ça demande d'apprendre, de dépasser ses limites tout simplement, et que voilà, c'est un travail social, c'est pas seulement un sacerdoce, on doit tous s'aimer, c'est un truc qui doit se faire en s'intéressant à l'autre, sa culture, à qui il est, à qui sont les gens. C'est un film qui dit bien ça et ça fait du bien de voir ce genre de film. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est ma deuxième critique de suite où je suis vachement content de ce que j'ai vu au cinéma. Voilà, donc il y a des périodes comme ça où c'est un peu plus sympathique. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à tweeter, Facebooker, Instagrammer, ainsi de suite. Surtout commentez, donnez-moi votre avis sur Green Book, ça m'intéresse beaucoup. Si vous n'avez pas aimé aussi, j'aimerais savoir pourquoi. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao.